Tous les parents devraient absolument écouter cette histoire incroyable. Vous est-il déjà arrivé de faire tellement confiance à quelqu'un que votre cœur murmurait « il n'y a peut-être pas de problème », mais que votre voix intérieure hurlait le non à plein poumon? C'est l'histoire vraie d'une jeune fille qui ne savait pas quoi faire à ce moment-là, et ce qui s'est passé ensuite est le genre de choses que vous n'oublierez jamais de votre vie. Veuillez écouter jusqu'à la fin, car ce n'est qu'alors que vous pourrez comprendre la vérité dans toutes ses dimensions. Avant de passer à l'histoire, nous avons une requête. Si vous croyez que chaque enfant a le droit à la sécurité, à la compréhension et à l'expression de soi, veuillez aimer cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, nous pourrons atteindre plus de parents et protéger plus d'enfants avec des histoires comme celle-ci. Maintenant, je vais vous parler d'Imani. Imani avait 12 ans. Son intelligence était brillante, ses rêves étaient illimités. Elle pouvait se plonger pendant des heures dans des romans policiers et dessiner de petits animaux dans les coins de ses cahiers. Ses professeurs l'adoraient. Son sourire pouvait illuminer une pièce entière. Mais quand la cloche de l'école sonnait et qu'elle rentrait chez elle, seul le silence l'accueillait. Son père travaillait de longues heures dans la finance, et sa mère était infirmière de nuit. La plupart du temps, sa mère quittait la maison avant qu'Imani ne se réveille. Les jours passaient, et Imani commença à faire ses devoirs seul à la table de la cuisine, à réchauffer et à manger les restes de la veille, et à se demander quand quelqu'un lui parlerait vraiment. Un jour, alors qu'elle rangeait les sacs de courses avec sa mère, elle dit doucement « Maman, je n'aime pas être seule tous les jours. Parfois, j'ai l'impression que les murs me parlent plus fort que je ne le voudrais. » Sa mère s'arrêta un instant. Avec une tristesse dans les yeux, elle repoussa les cheveux de sa fille derrière son oreille et dit « Je sais, ma chérie. Nous faisons de notre mieux, mais je te le promets. Nous allons arranger ça d'une manière ou d'une autre. » Et cette promesse allait tout changer. Le week-end suivant, sa mère eut une idée qui semblait parfaite. « Devine quoi ?» dit-elle en sirotant leur chocolat chaud. « Ton oncle Ezra déménage plus près de la ville. Il passera du temps avec toi quand tu rentreras de l'école. N'est-ce pas merveilleux ?» Les yeux d'Imani s'illuminèrent. Son oncle Ezra était le frère de sa mère. Elle le connaissait des réunions de famille, il n'oubliait jamais les anniversaires, racontait des histoires joyeuses de ses voyages à l'étranger et était connu pour ses éclats de rire qui faisaient vibrer les murs. C'était l'oncle cool. Le genre que les enfants racontaient avec enthousiasme à leurs amis. Le lundi, quand il apparut à la porte avec des boîtes de jeux de société et 2 énormes cookies au chocolat, Imani l'accueillit avec un immense sourire sur le visage. C'était comme si la solitude s'évanouissait peu à peu. Les jours commencèrent à passer paisiblement. Ezra l'aidait avec ses devoirs, lui racontait ses souvenirs de l'étranger et lui apprenait même à utiliser un appareil photo. « Il me fait me sentir spécial », pensa Imani. C'est comme si personne ne m'avait pris autant au sérieux depuis longtemps. Un jour, en lui tendant une photo, Imani dit fièrement « Un jour, tu seras une personne très forte. » Sur la photo, Imani souriait avec un tournesol glissé derrière son oreille. « Il y a une lumière en toi. » Pendant un temps, tout sembla aller pour le mieux. La maison n'était plus silencieuse. Elle avait hâte de rentrer chez elle. Mais parfois, le confort est le déguisement le plus astucieux du danger. Au début, rien ne semblait étrange, mais avec le temps, l'énergie commença à changer. Tout a commencé par de petits détails. Ezra commença à s'attarder un peu trop à la porte après lui avoir dit bonne nuit, et à garder sa main un peu trop longtemps en lui caressant les cheveux. Ses questions avaient aussi changé. Un après-midi, avec un sourire narquois, il demanda « Tes amis à l'école te racontent-ils des choses secrètes ?» Imani hésita un instant. « Pas vraiment. Juste des choses normales. » Ezra rit doucement. « Eh bien, si tu as un secret, tu peux me le dire. Je ne le dirai à personne. Même ta mère ne le saura pas. » Ces mots restèrent suspendus dans la pièce. Ils étaient plus froids que la brise venant de la fenêtre ouverte. Ensuite, les jeux commencèrent. Il les appelait des pauses créatives, des exercices de confiance ou des scènes de photographie. Mais certaines pauses étaient dérangeantes. Ses compliments devenaient plus personnels. Une fois, il posa sa main sur l'épaule d'Imani et la laissa là pendant plusieurs secondes sans bouger. Imani ressentit une étrange constriction à l'intérieur, mais elle ne pouvait pas en décrire la raison. Après tout, c'est de la famille, pensa-t-elle. Il ne me ferait pas de mal.
Peut-être que j'exagère. Mais ce sentiment intérieur ne la quittait pas. Et un jour, quand Ezra dit, apporte une boîte contenant des souvenirs spéciaux et ne la montre pas à ta mère et ton père, d'accord? Le cœur d'Imani faillit lui sauter de la poitrine. La boîte contenait des objets étranges de ses voyages, des photos bizarres et une lettre d'une certaine Mara. Dans la lettre, la fille disait « Je ne veux plus faire partie de ce projet ». Imani se figea. Ce n'était plus un jeu. Ce n'était pas innocent. L'espace où elle se sentait en sécurité s'était soudainement transformé en un labyrinthe d'inconfort et d'incertitude. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Ses instincts hurlaient, mais la peur et la culpabilité s'entremêlaient dans sa poitrine. Et si elle se trompait, et si personne ne la croyait? Et puis, le lendemain, la porte sonna. C'était son institutrice, Madame Avery. Elle était venue lui apporter un papier d'autorisation qu'Imani avait oublié, et à ce moment précis, Imani prit une décision. Elle se tenait près de la porte, ses doigts agrippés au bord de la table. Le doux sourire de Madame Avery coupa sa tension comme un rayon de soleil dans une tempête. « Bonjour Imani. Je voulais juste déposer ça en rentrant chez moi, dit-elle. En brandissant le papier d'autorisation froissé, Imani murmura « Merci ». Mais quand Madame Avery la regarda, elle sut lire entre les lignes, ses épaules rentraient, ce regard effrayé qu'elle s'efforçait de réprimer. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Imani ouvrit la bouche pour dire oui, mais les mots ne vinrent pas. Ses yeux s'embuèrent, ses lèvres tremblèrent et elle murmura d'une voix faible, « Puis-je vous raconter quelque chose ?» Bien sûr, dit Madame Avery en entrant et en fermant doucement la porte. Je crois que quelque chose ne va pas avec Ezra, dit Imani. Il agit bizarrement. Il me montre des choses que je ne comprends pas et me dit de ne le dire à personne. Le cœur de Madame Avery se serra, mais son visage resta calme. Tu es très courageuse de me raconter ça, Imani. Je suis fier de toi. Imani prit une profonde inspiration. Elle ressentait à la fois de la peur et du soulagement. Vais-je avoir des problèmes? Non, dit Madame Avery en lui tapotant doucement l'épaule. Parfois, les adultes font de mauvais choix, mais ce n'est pas de ta faute. Ton devoir est de te protéger et d'élever la voix. C'est ainsi que nous pouvons nous protéger et protéger les autres. Immédiatement, la famille d'Imani fut informée. En 1 heure, sa mère rentra précipitamment à la maison, paniquée et coupable. Elle serra sa fille en tremblant. « Pardonne-moi, mon enfant, sanglota-t-elle. J'aurais dû remarquer quelque chose. J'aurais dû être plus présente. » Ezra fut signalé aux autorités. Au fur et à mesure de l'enquête, il fut révélé que la lettre dans la boîte appartenait à une autre jeune fille. Cette jeune fille avait ressenti les mêmes émotions confuses, s'était rendue compte qu'elle n'était pas en sécurité et avait choisi de s'éloigner. La voix d'Imani avait été un tournant, non seulement pour elle-même, mais aussi pour d'autres qui avaient été réduits au silence. Elle avait brisé le silence, et la guérison pouvait maintenant commencer. Les jours suivants furent comme un tourbillon, visite de la police, questions, émotions fluctuantes, peur, confusion et un sentiment de confiance qui revenait lentement. Ezra fut arrêté. Le témoignage d'Imani, ainsi que d'autres preuves et les récits d'autres jeunes filles, ont clarifié l'affaire. Il avait franchi des limites qu'aucun être humain ne devrait franchir, et le processus judiciaire avait déjà commencé. Mais la véritable guérison allait se dérouler à la maison. Sa mère prit un congé pour la première fois depuis des mois. La maison n'était plus vide, elle était chaleureuse. Chaque matin, elle préparait le petit déjeuner. Elle tressait les cheveux d'Imani. Chaque soir, elle s'asseyait à ses côtés et lisait des livres avec elle. Elles ont pleuré, ri, et surtout, elles ont parlé. Une nuit, Imani dit « Je ne savais pas comment te le dire ». Sa mère lui déposa un baiser sur le front. « Tu ne porteras plus jamais une chose pareille seule. » Jamais. Elles ont commencé une thérapie familiale. Au début, ce fut difficile. Il était difficile de s'ouvrir. Il était difficile de faire face aux choses cachées. Mais séance après séance, la voix d'Imani devenait plus forte. Elle parlait de son amour des livres, de sa peur du silence, et de la complexité des personnes en qui elle était censée avoir confiance. Un jour, on lui demanda « Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grande ?» Imani répondit sans hésiter « Écrivaine. Je veux écrire des histoires où les gens se sentent vus. »
Et pour la première fois depuis longtemps, sa mère ne pleura pas, elle sourit. À l'école aussi, tout commença à changer. Madame Avery lui parlait chaque semaine. Les autres professeurs souriaient davantage. Ses amis qui se tenaient à distance auparavant s'asseyaient maintenant à ses côtés pendant le déjeuner. Ce n'était pas seulement de la pitié, c'était du respect. Parce qu'Imani avait élevé la voix au moment le plus critique. Et maintenant, personne ne la voyait plus seulement comme une victime, mais comme un exemple de courage. Et vous, avez-vous déjà ressenti que quelque chose n'allait pas? Ou vous êtes-vous senti un jour que quelque chose n'allait pas et n'avez-vous pas osé parler? Qu'est-ce qui vous a aidé? Comment avez-vous trouvé votre voie? Ou y a-t-il quelque chose que vous auriez souhaité que quelqu'un fasse à ce moment-là? Écrivez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait être le courage dont quelqu'un d'autre a besoin. L'histoire d'Imani ne concerne pas seulement la confiance brisée d'une petite fille. C'est l'histoire du pouvoir de parler, même si sa voix tremble. Chaque enfant, chaque être humain a des instincts. Une voix intérieure murmure, quelque chose ne va pas. Mais trop souvent, nous étouffons cette voix. Nous disons, je rêve. Ce n'est pas mon affaire. Si quelqu'un est gentil, il ne fera pas de mal, nous nous persuadons. Mais la vérité est que la mauvaise intention ne vient pas toujours avec un panneau d'avertissement. Parfois, elle se cache derrière un sourire, une voix douce, des cadeaux et de l'attention. Le courage d'Imani nous le montre. Si quelque chose semble faux, c'est probablement que c'est vraiment faux, et ta voix, même si elle tremble, est précieuse, peu importe à quel point tu es petit ou jeune. Cette histoire rappelle également aux parents et à tous les éducateurs, il ne suffit pas de pourvoir aux besoins matériels de nos enfants. Nous devons être présents pour eux, en gardant la porte de la conversation ouverte, en écoutant vraiment, en essayant d'entendre non seulement ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils ne peuvent pas dire. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, n'oubliez pas, vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas du tout faible. Tout comme Imani, votre histoire ne doit pas se terminer dans le silence. Votre histoire commence par la force. Guérir prend du temps, mais cela commence toujours par un pas, énoncer sa vérité. Qu'est-ce que cette histoire vous a appris? Avez-vous, ou quelqu'un que vous connaissez, déjà ressenti le poids de ce silence? Qu'est-ce qui vous a aidé à ce moment-là? Écrivez-le dans les commentaires. Peut-être que quelqu'un a besoin de vos mots en ce moment même. Restez avec nous. Car maintenant, nous allons clore ce puissant voyage et vous diriger vers la prochaine histoire qui attend d'être entendue. Si vous êtes prêts, commençons. Les semaines passèrent et Imani commença lentement à retrouver ses esprits. Les cauchemars qui perturbaient son sommeil la nuit diminuèrent. Sa voix hésitante laissa place à un ton plus ferme et déterminé. Elle souriait davantage. Elle avait recommencé à rire. Elle n'évitait plus de se regarder dans le miroir. Elle n'était plus seulement une fille blessée, c'était une fille qui avait élevé la voix, refusant d'être réduite au silence. Un matin ensoleillé à l'école, Imani s'approcha de son institutrice, Madame Carter. Elle tenait une petite note. Ses yeux étaient grands mais déterminés. « Madame Carter, dit-elle doucement, je voulais vous remercier de m'avoir cru. » Madame Carter s'agenouilla à sa hauteur avec un sourire aimant. « C'est toi la courageuse, ma chérie. Tu as parlé, tu t'es protégée. Faire cela est quelque chose que beaucoup d'adultes ont du mal à faire. » Imani essaya de retenir ses larmes. « J'avais peur, mais je ne voulais plus vivre dans la peur. »« Tu n'as plus à le faire, » dit Madame Carter en la serrant doucement dans ses bras. « Tu es en sécurité maintenant, et tu n'es jamais seule. » Ce jour-là, Imani fit ses pas avec un peu plus d'assurance. Son silence s'était transformé en une voix. Sa peur s'était transformée en force, et son histoire, qu'elle aurait souhaité ne jamais avoir vécue, était maintenant devenue un phare pour les autres. Parce que parfois, le courage d'un enfant peut protéger des centaines d'autres enfants. Si cette histoire vous a touché, sachez que quelque part, quelqu'un a besoin de l'entendre. Aimez, partagez, abonnez-vous. Parce que dans cette vie, ce sont ces histoires vraies qui comptent vraiment. Et si vous êtes prêts, nous vous invitons à une toute nouvelle histoire. Peut-être que l'histoire qui changera votre façon de voir le monde vous attend dans la prochaine vidéo. Une histoire vraie. Tous les parents devraient regarder ceci. Une petite fille et un chauffeur de taxi. Et si votre enfant vous avait dit quelque chose comme ça, mais que vous n'aviez pas compris ce qu'il voulait dire?
C'était juste un murmure endormi. La tête enfouie dans l'oreiller, les yeux mi-clos. Ses petites mains étaient serrées, comme si elle se battait encore contre quelque chose dans son rêve. « Maman, j'ai mal. » Carmen se figea. Sa main, qui caressait les cheveux de sa fille, s'arrêta brusquement. Pas de contusion, pas de fièvre, pas de genou écorché. Seulement cette voix tremblante. Comme si son corps se souvenait de quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Maya n'avait que 8 ans. Brillante, curieuse. Elle adorait dessiner des papillons et manger du yaourt à la mangue. Elle était censée être en sécurité, surtout lors de ses courts trajets vers le camp d'été. Mais si la sécurité ne se limitait pas à la ceinture de sécurité? Et si la personne au volant souriait trop, si sa voix était trop douce et qu'elle disait « Ne disons rien aux mamans. C'est notre petit secret. Reste avec moi jusqu'à la fin. » Parce qu'une mère avait tout fait correctement, et pourtant elle était sur le point de tout perdre, et la clé de l'histoire se trouvait dans un dessin au pastel épinglé sur le réfrigérateur. Cela ne devait pas se passer ainsi. Carmen s'était juré de ne jamais être ce genre de parents, ceux qui faisaient passer leur travail avant leur vie. Mais les factures n'ont pas de respect pour les souvenirs, et les mères célibataires n'ont pas de jours de congé. Le camp d'été de Maya n'était qu'à 15 minutes de la maison. Alors Carmen réservait le même chauffeur de taxi chaque matin via l'application. Le même visage, la même voiture, le même sourire dans le rétroviseur. Zeyin était toujours ponctuel, toujours aimable. Un jour, quand Maya lui montra un papillon qu'elle avait dessiné sur une serviette, il commença à l'appeler « petit artiste ». Il avait souri légèrement et dit « Ma nièce aime aussi beaucoup dessiner ». Carmen se sentait rassurée. Il semblait sûr. Familier et prévisible. Chaque matin à 8h10, elle lui faisait un signe de la main. À 8h28, elle regardait son téléphone et confirmait que Maya avait été déposée avec succès. La routine, quel drôle de mot, n'est-ce pas? Elle nous donne un sentiment de contrôle. Mais les routines sont parfois dangereuses. Elles nous endorment. Elles nous donnent l'impression d'être éveillés, mais en réalité, nous ne voyons rien. Et tandis que Carmen courait après les délais et oubliait le déjeuner, Zeyin n'apprenait pas seulement le chemin du camp, mais bien plus encore. Au début, Carmen aimait voir Maya sourire à ses côtés. Zeyin semblait être un oncle bienveillant. Il gardait des snacks aux fruits et des crayons de couleur sur la banquette arrière et jouait de vieux morceaux de jazz. Il traitait Maya non pas comme un enfant ordinaire, mais comme quelqu'un avec qui il valait la peine de converser. Parfois, il complimentait son bandeau. « Tu grandis. Bientôt, les garçons du camp feront la queue, disait-il. » Carmen riait. Inoffensif, pensait-elle. Peut-être qu'il avait juste du mal à communiquer avec les enfants. Après tout, Zeyin n'avait franchi aucune limite. Il n'avait pas touché. Il n'avait pas attendu à la porte. Il se souvenait juste. Il écoutait comment Maya aimait son sandwich, quelle couleur elle utilisait pour dessiner des papillons. Contrairement à la plupart des adultes, et pour une enfant de 8 ans, cela lui faisait se sentir très spécial. Mais si quelqu'un écoute avec autant d'attention, on oublie qu'il est toujours un étranger. Un jour, Maya dit que Zeyin lui avait donné le surnom de « étoile de mer ». Quand Carmen demanda pourquoi, elle haussa simplement les épaules. « Parce que je me recroqueville », dit-elle. À ce moment-là, Carmen sourit, mais la nuit, une inquiétude la saisit. Cela commença par des chuchotements. Un matin, Zeyin tapota le volant et dit « Faisons de ce trajet notre petite aventure. Tu n'as pas besoin d'en parler à maman. Les adultes s'inquiètent trop. » Maya gloussa. Elle ne connaissait pas encore le poids des secrets, ni que le silence n'est pas toujours sûr. Le lendemain, Zeyin lui tendit une boîte de jus de fruits, pas celle que Carmen avait mise. Elle avait le personnage de dessin animé préféré de Maya dessus. À la fraise, extra sucré. C'est juste pour nous, dit-il. Il porta son doigt à ses lèvres en faisant « chut 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 ». Ensuite, les vidéos arrivèrent. C'était d'abord des vidéos d'animaux drôles sur son téléphone, mais ensuite une scène que Maya ne comprenait pas entièrement, trop sombre, trop proche, 2 adultes chuchotant. Elle détourna le regard. Zeyin ne donna aucune explication, il sourit simplement de nouveau. « Tu es très mature pour ton âge. » Cet après-midi-là, Maya ne courut pas en rentrant à la maison. Elle était silencieuse.
les yeux rivés au sol. Carmen demanda, « Comment s'est passé le camp ?»« Bien, » murmura Maya. Mais cette nuit-là, elle ne dessina pas. Elle se contenta de regarder ses crayons de couleur. Ils étaient éclatants, mais intacts. Car maintenant, quelque chose d'autre s'était ajouté à ce voyage. Quelque chose que Maya n'arrivait pas encore à nommer, mais qui allait apparaître sur son prochain dessin. Ce dessin est apparu sur le réfrigérateur le mardi soir. Il était plié, silencieux. Comme si Maya n'avait pas voulu qu'il soit vu. Carmen le remarqua derrière la liste de courses après le travail. Elle l'ouvrit et se figea. Il n'y avait ni papillon ni fleurs. C'était une voiture. Noire, avec des vitres teintées. À l'intérieur, une fille en bonhomme allumette recroquevillée sur la banquette arrière. Elle n'avait pas de visage. Derrière la voiture, Maya avait dessiné une maison tordue. Il n'y avait pas de porte. Seulement une petite fenêtre et des gribouillis à l'intérieur, comme si quelqu'un criait en silence. Carmen eut la nausée. Elle regarda ces lignes simples, dessinées par un enfant. Elle essaya de se convaincre que ce n'était que son imagination. Mais Maya ne dessinait jamais comme ça. Elle n'utilisait jamais le noir. Elle n'oubliait jamais de dessiner des visages aux gens. D'une voix douce, elle demanda, « Chérie, qui est-ce » Maya haussa les épaules. En détournant le regard, elle murmura, « Juste un voyage, juste un entraînement. » Cette nuit-là, Carmen ne dormit pas. Elle resta allongée, les yeux fixés au plafond pendant des heures. Parce que certains dessins ne sont pas de l'art. Certains sont des souvenirs. Et parfois, un morceau de papier dit ce qu'un enfant ne peut pas exprimer. Carmen avait appris à faire confiance à son intuition. Pendant des années, élevant seule son enfant, elle avait toujours gardé un œil sur Maya. C'est ainsi qu'elle avait trouvé son chemin dans le chaos de la vie. Et ce dessin, elle ne pouvait pas dire, ce n'était rien. Elle ouvrit immédiatement l'application de covoiturage. Elle examina les registres des trajets des 2 dernières semaines. Tout semblait normal. Prise en charge à la même heure, déposée à la même heure. Arrivée chaque matin à 8h27, tout semblait fonctionner comme une horloge. Mais quelque chose était incohérent. Le camp commençait à 9h. Alors pourquoi était-elle déposée une demi-heure plus tôt? Elle appela la réception. Maya arrive-t-elle toujours en avance? Silence. Non, madame. Généralement à l'heure pile. Le cœur de Carmen se serra. Elle creusa plus profondément. Elle trouva une ancienne application de suivi de véhicule qu'elle avait téléchargée mais dont elle avait oublié l'existence. Elle enregistrait silencieusement les données GPS en temps réel. C'est là qu'elle vit. Chaque matin à 8h11, une punaise était épinglée 5 rues avant le camp. Toujours au même endroit. Pendant 17 minutes, la même rue, la même impasse. Le nom de la rue était inconnu, mais il était écrit en petites lettres capitales dans le coin inférieur du dessin de Maya. Maintenant, elle avait une raison d'avoir peur. La rue était presque sans indication. Juste une enseigne délavée. Vieille route 9. Entrée privée. Tandis que Carmen engageait sa voiture dans la ruelle étroite, son cœur battait à tout rompre tandis que la poussière collait à ses pneus. C'était comme si elle avertissait, « Fuis ». Et c'était là. Une maison cachée derrière les buissons, en retrait de la route. La peinture écaillée, la porte d'entrée tordue, l'une des vitres fissurées. Une serviette était accrochée à la place d'un rideau. Carmen se gara de l'autre côté de la rue. Elle coupa le moteur. Elle s'est juste assise. Elle respirait dans une terreur silencieuse. Pourquoi cet endroit? Pourquoi cette maison? Elle sortit son téléphone et le compara à la carte. Le point GPS correspondait exactement à cet endroit. L'endroit où Maya s'arrêtait 17 minutes chaque matin. Elle sortit de la voiture. Elle marcha lentement vers le trottoir. De vieux jouets étaient éparpillés dans la cour. Cassés, usés, mais les traces de pneus étaient fraîches. Quelqu'un venait ici souvent. Elle n'osa pas frapper à la porte. Elle ne prit pas de photos non plus. Elle se contenta de faire demi-tour et de partir. Mais en s'éloignant, quelque chose attira son attention dans le rétroviseur. Un rideau blanc bougea légèrement. Une silhouette apparut.
Elle ne saluait pas, ne bougeait pas. Elle observait simplement. Carmen savait maintenant avec certitude que quelque chose n'allait pas. Mais les applications ne mentent pas, n'est-ce pas? Elle accéda immédiatement au support de l'application de covoiturage. Elle demanda les enregistrements complets des itinéraires des 2 dernières semaines. En quelques minutes, l'email arriva. Des données claires, des horaires précis, des itinéraires exacts. Mais la vieille route 9 n'était nulle part. Tout semblait aller directement de la maison au camp, comme si rien ne s'était passé. Mais Carmen était là. Elle avait vu cette maison. Ce rideau, ces traces de pneus. En regardant de plus près, elle remarqua. Aucun de ces trajets n'incluait de suivi d'itinéraire en direct. Il n'y avait que les points de départ et d'arrivée. Quelque chose manquait. Puis elle se souvint des caméras de circulation. Le système public de la municipalité permettait de surveiller les rues autour de l'école et du camp. Elle fit une demande officielle. Elle attendit. 2 jours plus tard, les images arrivèrent. Elle regarda avec des doigts tremblants. C'était là. Le véhicule de Maya. La même voiture noire, la même heure. S'arrêtant tous les matins sur la vieille route 9. S'y attardant. Zeyin avait menti. Ou pire, le système avait soutenu son mensonge. Et Maya n'avait pas dit un mot jusqu'à présent. Jusqu'à cette nuit où elle vint à la cuisine avec un autre dessin. Mais cette fois, il y avait des visages sur le dessin. Ce dessin était différent. Il y avait plus de couleurs. Plus d'ombre. 2 visages. L'un, les tresses familières de Maya, son t-shirt violet. L'autre, un homme portant des lunettes noires. Un long sourire mais pas d'yeux. Le souffle de Carmen se coupa. Maya, murmura-t-elle en s'agenouillant. Qu'est-ce que ce dessin raconte, ma chérie? Sa fille hésita. Puis elle s'assit à côté d'elle. Elle suivit les lignes au pastel avec ses petits doigts. C'est moi, dit-elle doucement. Et c'est lui. Carmen ne demanda pas qui c'était. Elle savait maintenant. La voix de Maya tremblait. Il m'a dit, si tu dis quoi que ce soit, je prendrai tes dessins. Tu seras en colère contre moi, dit Maya. Le cœur de Carmen fut brisé, non par la colère, mais par le fait que la peur avait remodelé la confiance de son enfant. Je ne serai jamais en colère contre toi, ma chérie, murmura-t-elle. Je suis en colère contre la personne qui t'a fait vivre cette peur. Maya se pencha contre son épaule. Ses petites épaules tremblaient. Je n'aimais pas cette maison, maman. Il faisait froid et il m'a fait asseoir devant. Carmen la serra plus fort. Plus de questions. Seulement le silence et, en son sein, une guerre silencieuse entre la colère et la culpabilité. Parce qu'elle connaissait maintenant la vérité, et la vérité exigeait une action. Carmen n'attendit pas le matin. Elle imprima les registres de conduite, joignit les dessins, téléchargea les images des caméras de circulation sur une clé USB et se rendit au poste de police le plus proche à 23h52. Elle ne pleura pas. Pas encore. Ses mains étaient calmes. Sa voix était claire. Le policier derrière le comptoir écouta attentivement. Il haussa les sourcils. Votre fille a-t-elle subi un préjudice physique? Je ne sais pas. A-t-il eu un contact physique? Non, dit-elle. Mais elle n'a que 8 ans. Elle désigna le dessin. La maison semblait froide. Il l'avait fait asseoir devant. Le policier soupira. Fatigué. Mécanique. Nous allons rédiger un rapport. Un détective vous appellera. C'était tout. Aucune équipe n'a été dépêchée, aucune alarme n'a sonné. Seulement un formulaire et une carte avec un numéro de dossier. En sortant, quelque chose la rongeait. Pas sur sa peau, mais dans ses tripes. Comme si elle marchait dans une tempête avec juste un drap. Elle avait tout fait correctement. Tout. Mais la justice semblait se mouvoir plus lentement que les prédateurs, et certains prédateurs n'attendaient pas. Car le lendemain matin, Carmen vit une voiture familière en face de l'école de Maya. Noire, propre, le moteur en marche. Au volant, Zeyin, garé à une distance qui ne susciterait pas de soupçon. Les vitres étaient à moitié baissées.
Il portait des lunettes de soleil et ce sourire narquois, comme s'il savait quelque chose que vous ne saviez pas. Carmen eut froid dans le dos. Elle se figea sur le trottoir. Son sac à dos était toujours dans sa main. Maya ne l'avait pas encore vu. Zeyin inclina la tête. Il hocha la tête une seule fois. Puis il porta lentement son doigt à ses lèvres. Exactement comme Maya l'avait dessiné tant de fois. Carmen sortit immédiatement son téléphone. Elle prit 3 photos, mais quand elle leva la tête, il était parti. Pas de bruit de pneus, pas de panique, juste une absence. Comme s'il n'avait jamais été là. Cette nuit-là, Carmen verrouilla toutes les portes. Elle éteignit toutes les lumières. Puis elle s'assit au bord du lit de Maya. Elle regarda sa fille respirer pendant des heures, se sentant en sécurité, jusqu'à ce que Maya bouge et chuchote « Maman, j'ai porté cette montre aujourd'hui. » Carmen cligna des yeux. « Quelle montre, mon bébé ? » « La montre rose que tu m'as donnée pour mon anniversaire. Tu sais, celle qui peut t'enregistrer. » Le cœur de Carmen s'arrêta presque. « Je ne sais pas si j'ai appuyé, mais j'ai essayé, » dit Maya en glissant sa main sous l'oreiller et en sortant la petite montre intelligente rose. Le témoin de la batterie était rouge, mais il y avait quelque chose à l'intérieur que personne ne pouvait ignorer. L'écran vacilla. Carmen connecta la montre à son ordinateur portable. Ses doigts tremblaient. Un seul fichier. Horodatage, 8h12, il y a 2 jours, vieille route 9. Elle appuya sur lecture. Au début, le bruit de la route, le vent, une légère musique de jazz en arrière-plan, puis la voix de Zeyin, bien joué, mon étoile de mer. Je t'ai apporté ce jus de fraise aujourd'hui aussi. Tu te souviens du jeu ? Pas de parler jusqu'à ce qu'on soit au camp. Promesse de petits doigts, silence. Puis la voix hésitante de Maya, puis-je m'asseoir à l'arrière aujourd'hui ? Non, ma chérie. C'est plus sur devant, avec moi. Une pause. Puis à nouveau Zeyin, n'oublie pas, c'est notre petit secret. Ta maman n'a pas besoin de s'inquiéter pour tout. Tu es mature. Tu te souviens ? Clic. L'enregistrement s'arrêta. Carmen était figée devant l'écran. Il n'y avait ni cri ni violence ouverte. Mais la menace était dissimulée dans cette voix. Trop douce, trop sucrée. Elle enregistra le fichier. Elle le sauvegarda 2 fois. Maintenant, ce n'était plus un simple soupçon. C'était une preuve. Quelqu'un qui parlait doucement, planifiait, quelqu'un de froid et calculateur. Le lendemain matin, elle retourna au poste de police. La même table, le même policier. Mais cette fois, elle ne demanda pas d'aide. Elle l'exigea. Le policier s'inclina lentement en arrière. Ses yeux étaient fixés sur les ondes sonores à l'écran de Carmen. Il ne parla pas en regardant l'enregistrement. Il ne cligna pas des yeux une seule fois alors que la voix de Zeyin se propageait par le haut-parleur. Ce n'est qu'une fois l'enregistrement terminé qu'il parla enfin. Nous aurons besoin d'une déclaration officielle et d'une autorisation d'accès à la montre intelligente, dit le policier. Carmen hocha la tête. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Tant que cet homme ne s'approche plus jamais de ma fille. Cela ne prit pas longtemps. Cet après-midi-là, un véhicule civil discret est entré dans le quartier. Pas de sirène, pas d'ostentation. Juste 2 policiers marchant calmement vers la maison avec la clôture bleue. Zeyin ouvrit la porte en short. Il souriait. Il n'était pas surpris, mais en voyant les insignes, ses yeux ont immédiatement balayé de gauche à droite, puis de droite à gauche. Comme s'il cherchait une version à raconter. Y a-t-il un problème, messieurs ? Il y a une plainte. Vous devez venir au poste de police avec nous. Zeyin rit. Quelle plainte, mon ami ? Mais il s'était déjà retourné. Main derrière le dos, clic. Carmen regardait depuis le parking en face de l'école. Elle tenait fermement la petite main de Maya. Elle n'a ni applaudi ni pleuré. Elle l'a juste serrée plus fort. Quand Maya murmura, sera-t-il en colère contre nous, maman ? Carmen s'est penchée pour se mettre à sa hauteur. Non, mon bébé, il ne le sera plus. Mais même en disant cela, elle était sûre que ce n'était pas la fin. Les murs étaient gris pâle. Ni horloge ni fenêtre, juste une table, une chaise et, en face, Zeyin,
adossé comme s'il était le maître de la pièce. En face de lui, le détective Vargas avait allumé son enregistreur. « Nous avons examiné le dossier, dit-il. » Sa voix était ferme. La voix était claire. Zeyin sourit. « Je lui ai donné du jus de fruits. Est-ce un crime maintenant? » Non, dit Vargas. Calme est demander à un enfant de garder un secret, l'appeler mon étoile de mer et lui toucher l'épaule. C'est un comportement de manipulation. Zeyin gloussa. Il hocha la tête. Vous entendez ce que vous voulez entendre. Sa voix ne s'éleva pas. Elle ne trembla pas. Et c'est ce qui effrayait le plus Vargas. Je suis un ami de confiance de la famille. Carmen m'a confié sa fille. Ceci, dit-il en désignant le dossier, ce n'est qu'une campagne de diffamation. Le besoin d'attention d'une mère blessée et solitaire. Vargas se pencha en avant. Et ce dessin de Maya? La scène qu'elle a dessinée avec le t-shirt que vous portiez ce jour-là et votre doigt sur vos lèvres. Comment l'expliquez-vous? Zeyin cligna des yeux une seule fois. Puis, presque aussi silencieusement qu'un murmure, il dit, elle l'a dessinée. Il fit une pause. Puis quelque chose changea. Son sourire s'effaça. L'arrogance disparut. Pas de peur. Quelque chose de plus ancien, de plus triste, de plus sombre apparut sur son visage. Les enfants se souviennent des mauvaises choses, dit-il. Leur crayon s'éloigne de la vérité. Et d'un coup, il se pencha en arrière. Les mains derrière la tête. Comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé. Vargas éteignit l'enregistreur. Il avait tout ce dont il avait besoin. Pourtant, en sortant de la pièce, il ne put se débarrasser de ce sentiment. Ce n'était pas la première fois, et si Carmen n'avait pas agi, ce n'aurait pas été la dernière. Une semaine passa. Le silence après la tempête était plus lourd que la tempête elle-même. Une nuit, en pliant le linge, Carmen trouva une page pliée parmi les dessins de Maya. Mais ce n'était pas un dessin. C'était une lettre. Chère maman, je ne t'ai pas tout dit. Parce que je pensais que si je le disais à voix haute, ça deviendrait plus réel. Parfois, il disait des choses qui me faisaient me sentir coupable. Comme si je devais être heureuse que quelqu'un s'intéresse à moi. Mais ensuite j'ai réfléchi. J'avais peur que si tu le savais, tu cesses de m'aimer. Il l'a dit, mais ensuite je me suis souvenu. Comment tu caressais mes cheveux quand j'étais endormi, comment tu m'attendais à la porte du cours de danse même s'il pleuvait, et j'ai pensé que peut-être tu m'aimerais quand même. C'est pour ça que j'ai mis cette montre rose. Parce que je voulais être courageuse comme toi. Carmen s'assit, serrant la lettre de ses mains tremblantes. Pas de sanglots, pas de cris, juste l'immobilité. Parce que parfois, les blessures les plus profondes sont portées dans le silence et commencent à guérir avec un seul instant d'honnêteté. L'abus ne crie pas toujours. Parfois, il murmure dans des voix douces, derrière des sourires amicaux et dans l'ombre d'une routine ordinaire. Les enfants n'ont pas toujours les mots pour décrire ce qui ne va pas. Mais ils savent ce que cela leur a fait ressentir, confus, lourd, faux. Et la plupart du temps, ils portent ce fardeau seuls. Cette histoire ne concerne pas seulement un coupable, mais les moments silencieux que nous avons manqués, les conversations que nous avons reportées et les intuitions que nous avons étouffées en nous. Chaque enfant a le droit de se sentir en sécurité, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement et spirituellement. Et chaque parent, chaque grand-parent, chaque enseignant ou adulte qui aime un enfant devrait apprendre à entendre non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit. Carmen n'a pas attendu la preuve parfaite. Elle a agi avec amour, intuition et courage. Et Maya, dans son petit monde, a choisi de parler, même si ce n'était qu'avec une montre jouée et une lettre pliée. Parce que la vérité ne vient pas toujours à voix haute. Parfois, elle vient en tremblant, et quand ce moment arrive, nous devons choisir de l'accueillir à bras ouverts et à cœur ouvert. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Car quelque part, quelqu'un cherche soit le courage de parler, soit la sagesse d'écouter. Protéger les enfants commence par la prise de conscience. Alors aimez, écrivez votre commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies significatives. Parce que le silence ne protège personne, mais les histoires le peuvent.